Je crois que s'engager, c'est inspirer aussi les gens autour de nous, de leur dire que si toi, une personne lambda, peut finalement changer les choses à ton échelle, bien tout le monde est capable de le faire aussi. Qu'est-ce que je peux faire, moi, à mon petit niveau, pour laisser un monde meilleur ? Si on attend d'être parfait, on ne se lancera jamais, on ne commencera jamais. La clé essentielle du féminisme, c'est la notion de sororité. Ça sert à rien d'avoir 15 jeans dans son placard vu qu'on n'en porte que 2. Bien consommer aujourd'hui, c'est acheter des belles pièces et pouvoir les accessoiriser, les réinventer, les porter différemment. Vraiment savoir ce qu'on achète parce qu'on l'aime vraiment et qu'il est intemporel aussi. Bienvenue dans Nouveau Modèle, le podcast sur la mode responsable et engagée. Je suis Chloé Cohen et chaque mercredi, je donne la parole à des femmes qui font bouger les lignes de l'industrie textile. Parce qu'elles connaissent les impacts négatifs de cette industrie sur nos vies et sur l'environnement, ces femmes ont choisi de mettre en avant une mode plus humaine, plus durable, plus inclusive et moins polluante pour notre planète. Cette semaine, je reçois Kitsi Martin. Cet épisode est le premier de l'année 2021 et après ce que nous venons de traverser, il a une saveur un peu particulière. Je voulais donc débuter cette nouvelle année avec un épisode bienveillant et une invitée qui nous prouve qu'un futur plus durable est possible. Kitsi fait de l'upcycling. Elle transforme de vieux bijoux pour en créer de nouveaux. Elle vend de très petites quantités, des pièces uniques, et elle vend uniquement en France pour des raisons écologiques. C'est un choix puissant qui laisse peu de doute sur ses engagements. Avec Kitsi, on a parlé de son amour pour la mode, de yoga et de pleine conscience. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Kitsi, Bonjour. Merci infiniment de me recevoir pour cet enregistrement. Avec plaisir. Alors d'abord, pour qu'on puisse un petit peu te connaître et savoir qui tu es, d'où tu viens, j'aimerais bien qu'on remonte beaucoup en arrière et qu'on parle de ton enfance. Que tu nous racontes un petit peu où est-ce que tu as grandi, dans quel contexte, quelle éducation tu as reçue de la part de tes parents. Voilà, ça nous permettra d'en savoir un petit peu plus sur toi. Alors moi, j'ai grandi en banlieue parisienne, à Colombes, avec mes parents dans un pavillon de banlieue. J'ai eu une éducation moi j'ai l'impression assez simple, assez classique, avec des parents qui me faisaient confiance, qui me responsabilisaient assez rapidement. Et voilà, mon père était commercial, ma mère assistante de direction. Rien à voir avec les arts appliqués. Et ce que j'allais dire, pas tellement de créatif. Ah non, pas du tout okay. Même. Vraiment pas. C'était un univers lointain pour moi, tout ça. Après, j'allais à l'école à côté de chez moi. Tu vois, j'y allais à pied, petite banlieue tranquille. J'avais mes copains. Comme j'habitais juste à côté de mon lycée, on allait ensemble après le lycée, tous chez moi. Mes parents, c'était un peu le pavillon où tout le monde venait. Ok. C'était un peu l'appart de Friends, tu vois. Vous aimiez recevoir alors. Ouais, beaucoup. voilà. Et en fait, je crois que mes parents aimaient bien qu'il y ait mes copains à la maison, ça les rassurait vachement. Donc, on faisait soit des petites soirées dans mon jardin, soit dans ma chambre qui était au dernier étage. Enfin voilà, j'ai des bons souvenirs d'adolescente dans ce pavillon-là. Voilà. Et alors, pour parler un petit peu aussi de ton parcours après cette enfance-là, donc tu es diplômée de l'école Olivier de Serres, puis de l'école nationale supérieure des arts décoratifs de Paris, en section mode. Oui. Et alors, pendant 10 ans, tu as exercé le métier de styliste, alors pour plein de marques comme Balmain, Lacoste, Hiro. D'où te vient cet intérêt pour la mode ? Alors, si je comprends bien, ça vient pas de tes parents et de ton enfance, donc d'où il vient ? Non, alors en fait, même si mes parents sont pas dans cet univers créatif. Bon, ma mère était une femme, enfin elle est toujours, mais un peu moins maintenant, mais très coquette. Donc j'ai vraiment des souvenirs de ma maman qui se prépare le matin pour se faire belle pour aller travailler, qui mettait beaucoup de bijoux. Ça, je me souviens que j'étais fascinée par ces bijoux. Elle avait des boîtes, elle les a toujours d'ailleurs. À chaque fois que je vais chez elle, je regarde encore ces boîtes avec plein de bijoux fantaisie. Et donc quand même, j'avais déjà une fascination pour tout ça. J'ai des photos de moi petite avec les talons de ma mère que je volais, des bijoux que je lui empruntais. Donc il y a quand même ça. Ça vient de là, la base. Et après, au lycée, alors moi, je voulais être vétérinaire avant. Tu vois, rien à voir avec effectivement avec la mode. J'aimais beaucoup les animaux, je les aime toujours. Mais c'était un peu pour ça que je voulais être vétérinaire. Et qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que à un moment, au lycée, je me suis dit, ok, j'aime bien m'habiller d'une certaine façon. Donc j'ai eu un peu un déclic à un moment au lycée. Et c'est là où j'ai commencé à vraiment m'intéresser à la mode, à m'habiller comme j'avais envie de m'habiller.
Je l'ai restée quand même très longtemps, tu sais, petite fille, à pas oser contredire ma mère dans les choix des vêtements qu'elle m'imposait un peu. Et au lycée, je me suis un peu réveillée. Et puis de là, j'ai commencé à m'intéresser à l'art, etc. Et c'est là où je me suis dit, j'aimerais bien être designer. Au début, quand je disais designer, c'était vraiment pour dessiner des chaises, des tables. Okay. C'était designer mobilier. Il y avait ça que j'avais en tête, j'avais trop envie de faire ça. Et ma mère était totalement paniquée. Mon père, je crois qu'il trouvait ça trop cool. Il était très bricoleur, donc je crois que ça l'excitait un peu une fille qui se dirige vers quelque chose qui fabrique des objets. Et ma mère m'a aidée à trouver des écoles d'art appliqué parce qu'elle connaissait pas du tout cet univers, mon père non plus. Elle a commencé à faire des recherches avec moi, elle m'a accompagnée aux portes ouvertes, bien qu'elle avait peur de la suite. Parce qu'elle avait l'impression que c'était impossible de trouver du travail dans cet univers. Elle m'a vraiment accompagnée vers les bonnes études. Donc, on a fait ensemble, je me souviens, des portes ouvertes, etc. Okay. Et puis, j'ai commencé mes études en me disant que je voulais être designer mobilier. Et puis, petit à petit, naturellement, mes profs m'ont dit, mais ils me voyaient, ils voyaient comment j'étais habillée, ils voyaient que je m'amusais avec les vêtements tous les jours. Et naturellement, ils me regardaient, ils me disaient, mais t'es pas faite pour faire du mobilier. C'est de la mode. Voilà, soyons clairs, Kitty, tu vas faire de la mode. Et je refusais un peu l'idée. Je trouvais que la mode, c'était un peu pour les filles superficielles. Je trouvais ça pas assez chic, tu vois. De dire que t'allais être styliste mode, quoi. Il y avait ce côté un peu... Okay. Ouais, voilà, j'assumais pas, je crois. Et puis, mes profs m'ont un peu mis le nez dedans. Ils m'ont dit, non, mais c'est évident que ton rapport aux couleurs... au textile et tout, c'est vraiment ça qu'il faut que tu fasses. Ok, voilà. Donc comme ça, tu t'es engagée. C'est ça. Et t'as poursuivi dans cette voie. Ouais. Et alors, à quel moment, pendant ton parcours, tu as pris conscience des dérives de l'industrie textile ? C'est venu tard, vraiment tard, parce que moi, j'ai été une grosse consommatrice de fast fashion. Et même au-delà d'être consommatrice, j'étais fascinée par le fast fashion. Je trouvais ça puissant, leur façon de copier aussi bien, aussi vite, de proposer aussi rapidement des choses qu'on avait envie d'avoir tout de suite. Je trouvais qu'ils avaient une force marketing puissante, et je trouve aussi toujours ça hallucinant, mais je voyais pas ça comme une dérive. J'étais plus impressionnée, dans le bon sens. Et le moment peut-être où je me suis réveillée, c'est finalement quand j'ai commencé un peu à quitter les entreprises de mode, où j'ai travaillé en CDI. C'est un moment où je voyais mon placard qui se remplissait de semaine en semaine et ces cartons de vêtements que je mettais plus. Et à un moment, je me suis dit, mais c'est complètement absurde. Il y a eu aussi le yoga qui est arrivé un peu en même temps, qui m'a fait comprendre que l'accumulation de biens, c'était un peu inutile et que ça encombrait beaucoup l'esprit également. Donc c'est venu tard au final. Et puis il y a eu un déclic. Il y a eu aussi un reportage que j'ai vu sur Netflix qui s'appelle The True Cost. Ouais. Et là il y a eu vraiment un déclic. Ouais, donc, qui a été pour beaucoup sur ce documentaire vraiment. Qui est très marquant. C'est clair. En plus tu vois, je me disais moi, s'il y a bien un truc qu'il faut que je change dans ma façon de consommer, c'est la mode. Parce que c'est peut-être ce que je consommais le plus. Donc je me suis dit, ok, allez, on y va. C'est là-dedans qu'il faut que je change quelque chose. Donc là, il y a eu un avant-après vraiment. Un petit peu. Et pendant tes expériences au sein de marques que j'ai pu citer, Balmain, Lacoste, il y avait ce genre de discussion ou pas du tout ? Alors, Balmain, on fabrique de toute manière que en Europe. Il a les broderies qui étaient faites en Inde. Mais parce que c'est leur savoir-faire, voilà, pas parce que c'était moins cher, etc. C'était pour d'autres raisons. Lacoste, alors Hiro, on fabriquait tout en Europe également, donc il n'y avait pas ces questions-là. Okay. Par contre, chez Lacoste, c'est clair que oui, on fabriquait une partie en Asie. Et je me souviens avoir beaucoup voyagé en Asie avec eux pour voir des usines. C'était des belles usines, c'était du beau savoir-faire et tout, donc je me posais pas trop la question. Je pense que je me suis posé la question quand j'ai vu... c'est vraiment le fast fashion qui m'embêtait, en fait. Parce que j'ai compris que pour avoir un t-shirt à 3 €, justement parce que je connaissais ce métier, je me suis dit, c'est pas possible. Voilà. Ouais. Je savais que c'était pas une machine qui fabriquait un t-shirt, que c'était un humain qui était derrière sa machine, qui rentrait chez lui le soir. Donc, c'est vraiment en voyant les prix du fast fashion
et en même temps à côté, en visitant des usines, en comprenant comment sont fabriqués les vêtements, que je voyais qu'il y avait une incohérence. T'as fait le parallèle, tu t'es dit c'est pas possible. Et est-ce que tu te souviens de ce que tu as ressenti quand tu as pris conscience de cette façon de l'industrie pour laquelle tu travaillais, une industrie qui te fascinait quand même, quelque chose que tu aimes, les vêtements Comment ça s'est passé un peu dans ta tête à ce moment-là ? Il y a eu un peu une petite déception, mais en fait, j'étais pas déçue de mon milieu de la mode, parce que moi, le milieu de la mode qui me faisait rêver, tu vois, c'était le luxe, les défilés, la création. Et finalement, le fast fashion, c'est pas de la création, c'est une histoire de consommation. Donc, je me suis dit, c'est dommage que la fast fashion soit en train de bouffer la mode, qui est en fait en réalité quelque chose de beau. On crée quelque chose de magique en fait, avec la haute couture et le prêt-à-porter de luxe. C'est fascinant en fait ce qu'on peut créer. Oui, c'est un artisanat qui est assez magique. Incroyable. Enfin, je veux dire, les couturières qui font ça, elles ont l'or entre les mains. Mais c'est ça, c'est des beaux métiers. Donc je me suis dit, c'est dommage que les gens pensent que la mode, c'est ça, c'est le fast fashion, parce qu'en réalité, c'est bien plus beau que ça. Voilà, c'est plus ça que je me suis dit. Ouais, ok. Et donc en 2014, tu crées ta propre marque de maroquinerie. Alors aujourd'hui, la marque n'existe plus. Pourquoi cette aventure, tu as décidé d'arrêter, ça n'a pas fonctionné? Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, alors moi j'ai créé cette marque de maroquinerie avec un associé qui s'appelle Jean-Baptiste Amet. C'est son nom de famille et le mien. On avait créé la marque ensemble, Amet Martin. Ça n'a pas fonctionné parce qu'on s'entendait plus au bout d'un moment. On a quand même travaillé ensemble 4 ans et il y avait des vraies incohérences dans notre, dans notre façon de travailler. Moi, j'étais plutôt du genre à être OP pour faire plein de choses nouvelles, pour accepter plein de nouveaux projets et peut-être un peu trop avec le recul, je me rends compte. Et lui, c'était un peu l'inverse. Il était très exigeant en termes d'image et tout ça. Il refusait beaucoup de choses. Et ce qui est bien en fait aussi d'être exigeant, mais on était trop dans un sens et moi dans l'autre. Ça fonctionnait pas du tout à la fin. Et d'ailleurs, quand je suis partie, c'était vraiment une espèce de coup de tête. Tu vois, je me suis dit, c'est bon, ça peut plus durer, c'est terminé. Je suis pas bien dans cette situation. Ouais. Donc, c'était pas facile quand même au bout de 4 ans de dire stop. Je me suis retrouvée un peu, tu sais, comme si tu avais un espèce de but il y avait un but qui me tenait pendant des années. En plus, moi, je me voyais faire une grosse boîte, tu vois, la revendre et tout ça. Je m'imaginais loin. Et puis, tout d'un coup, plus rien. Donc, c'était un peu bizarre. Et voilà, les raisons pour lesquelles ça n'a pas marché. Ouais, d'où l'intérêt de bien choisir aussi ses associés. C'est ça. Après, je regrette absolument pas parce que j'ai appris beaucoup à ses côtés. Énormément. Et c'est une expérience qui m'a beaucoup appris dans tous les cas. Vraiment. Ouais, j'imagine. De toute façon, il n'y a jamais vraiment d'échec. Moi, je pars du principe que toutes les expériences nous apprennent quelque chose. Complètement. Et donc aujourd'hui, tu es professeur de yoga. Tu as lancé un concept de hip-hop yoga Humble Warrior. Mais tu es aussi la créatrice de la marque de bijoux upcyclés, donc éponyme, Kitsy Martin. Pourquoi avoir décidé de lancer ta propre marque de bijoux à ce moment-là dans ta vie? Qu'est-ce qui a provoqué le déclic? Parce qu'il faut aussi l'envie de se relancer dans un nouveau projet. Voilà. C'est pas forcément évident. Alors, en fait, le truc, c'est que l'expérience avec ma marque de maroquinerie Amet Martin m'a fait comprendre un truc, c'est que moi, le métier que j'aimais, en fait, c'était pas forcément être styliste. Ce que j'aimais, c'était être entrepreneur. Et je me suis rendu compte que j'aimais bien créer des concepts et créer un univers autour. Donc, c'est ce que j'ai fait avec Humble Warrior, ce concept de hip-hop yoga. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, au bout de 1 an et demi de Humble Warrior, j'avais envie qu'il y ait un produit entre mes mains. Parce que Humble Warrior, je vends un concept, un service presque. Et là, j'avais envie d'un truc, tu sais, que tu tiens dans les mains et que tu regardes et tu dis « Ah, c'est joli !» Parce que c'est ça qui est fascinant dans la mode, c'est que tu dessines, c'est un peu le crayon magique, tu vois. Tu dessines et puis quelques mois ou quelques semaines après, t'as un objet dans tes mains. Et j'avais envie de faire ça, c'était la première raison. Et la deuxième, c'était pour arrondir mes fins de mois. Au début, je me suis dit ok, parce que c'est pas facile de vivre du yoga. On n'en parle pas, ça fait un peu fasciner tout le monde, tu vois. C'est trop bien d'être prof de yoga, mais il faut en faire des cours pour payer ton loyer et vivre correctement dans Paris. Et en fait, je me dis ok, qu'est-ce que tu sais faire? Donc j'avais toujours des missions en freelance, comme styliste à côté.
Et je me suis dit, bon, bah, je suis styliste, je sais faire ça. Et puis, les gens me posaient des questions sur mes bijoux sur Internet, sur Instagram. Et je me disais, bon, bah, les gens ont l'air d'aimer mes bijoux vintage. Et au début, je me suis dit, bon, bah, je vais juste chiner des vintage, faire des belles photos et les revendre. C'était juste ça. Il n'y avait même pas l'aspect styliste, créatrice, tu vois. Et puis, j'en parlais à mon copain, avec qui j'ai vraiment échangé sur le sujet. Il m'a dit, mais non, mais t'es styliste, il faut que tu fasses un truc de ces vintage que tu trouves. Donc, je me suis dit, ah oui, peut-être je vais faire de l'upcycling, en fait. Et puis, je me suis dit, ah, puis en plus, c'est vrai que c'est ridicule de créer une marque à partir de neuf, avec tout ce que j'avais déjà intégré sur la fast fashion. Ça faisait déjà 1 an que j'avais arrêté de consommer du fast fashion. Donc, je me suis dit, OK, allez, on y va. Et puis, on a construit le projet un peu ensemble. J'ai vraiment fait un ping-pong avec Enzo, qui n'est pas du tout dans cet univers créatif, mais justement, c'était chouette. Tu avais un regard un peu extérieur. Ouais, voilà. Ouais. Et puis, il aime quand même beaucoup la photo, donc il connaît un peu aussi la mode. Donc, c'était hyper intéressant d'échanger avec lui. Et il m'a beaucoup aidée. Et pendant 6 mois, j'ai un peu construit le projet comme ça. On avait vraiment, tu vois, un PDF où on mettait des images qu'on aimait. Et je me disais, OK, il manque une marque de bijoux comme ça, avec cet univers-là, qui parle de ça. Parce qu'en fait, tu sais, il y a plein de marques de bijoux, mais un peu mignon, un peu joli. Et moi, j'avais envie d'un truc un peu unisexe et un peu plus impactant, qui me ressemble un peu plus, tout simplement. Hein. Et donc, du coup, on a bossé sur ça pendant 6 mois. Et puis, j'ai sorti la première collection avant Noël, donc en décembre 2018, en me disant, c'est cool, je vais me faire un peu d'argent pour Noël. Et en fait, la collection est partie en 4 jours. Tout est parti. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire et tout, c'est fou. Puis Enzo, il me disait, mais c'était évident qu'il te dit que ça allait marcher. Lui, il était sûr, tu vois. Donc, je me suis dit, bon, bah allez, je fais une 2e collection. Et puis hop, ça cartonne encore. Et puis, je me dis, allez, on fait une 3e. Et en fait, au début, c'était vraiment, tu vois, je me disais, ah, c'est cool, ça m'arrondit mes fins de mois. C'était vraiment ça au début. Et puis, en fait, je me suis rendu compte que plus je communiquais sur la marque, plus je faisais de drop, plus ça marchait. Et donc, je me suis dit, OK, peut-être que ça vaut le coup qu'on aille plus loin. Ouais. Vraiment. Je me suis dit, OK, peut-être que ça peut être une vraie marque, pas juste un petit projet sympa. Okay. Ouais, voilà. Donc là, il y a combien de collections depuis le début ? Et bien là, on est au numéro... Je viens de sortir la 23. Ah oui. Ouais. Ouais, donc comme quoi il y a eu du chemin depuis la première collection où tu t'attendais pas à ce succès. C'est ça. Et alors, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus en détail ce qu'est ta marque ? Où est-ce que tu trouves les bijoux ? Comment se passe ensuite la création, l'upcycling, pour qu'on comprenne un petit peu, enfin qu'on entre dans les coulisses en fait avec toi ? Alors, en fait, déjà la première chose, c'est que moi je voulais pas... Parce que je connaissais comment fonctionnait une marque pour les ventes et tout ça grâce à ma marque de maroquinerie. Je voulais pas être dépendante des revendeurs, des multimarques, des grands magasins, parce que c'est des délais à respecter. Parfois, c'est même des produits à faire exprès parce qu'ils veulent qu'on vende plus de ci ou plus de ça. Ouais, des minimums de commandes. Voilà, des fashion week à faire en louant un showroom. En fait, tout ça, j'avais vu l'envers du décor et je me rendais compte que franchement, c'est lourd pour les créateurs. De respecter tous ces calendriers, c'est beaucoup. Je voulais plus être dépendante de tout ça. Je me suis dit non, mais maintenant je veux sortir mes collections quand je veux, quand je peux. Donc le rythme au début c'était 1 drop par mois. Maintenant, vu que j'ai de l'aide, je peux en faire 2 par mois. Et dans un drop, il y a une 20aine de pièces. Ouais, on reste sur de la petite quantité. Toute petite quantité. Ouais. Et ça me va très bien parce que de toute façon c'est une marque responsable, donc. Il y a une incohérence à vouloir faire plein de quantités. Donc ça, c'est le premier point. Et après, comment je m'organise ? Je chine beaucoup aux puces de Saint-Ouen. Alors maintenant, j'ai copiné avec plein de stands, de bijoux. Donc maintenant, j'ai un peu les contacts des gens qui tiennent ces stands. Et j'ai plus qu'à les appeler et je passe chez eux. Ils me montrent leur stock et je récupère des gros stocks chez eux. Il y a aussi Amy maintenant qui travaille avec moi, qui est un peu spécialiste du développement durable et qui s'occupe de me trouver un peu des deals avec des associations où je récupère des stocks, par exemple avec Emmaüs ou plein de choses comme ça. Et puis, donc, premier temps, je chine et puis je fais des recherches d'inspiration. Je travaille vraiment comme un studio de création, donc je me choisis un thème. En général,
je choisis un thème un peu en partant d'une pièce chouette que j'ai trouvée dans les vintage. C'est un peu ça la différence avec la création classique dans une maison classique. C'est que là, par exemple, la dernière fois, j'avais trouvé des pampis de cristal que je trouvais trop belles. Et je me suis dit, ok, mais comment je peux utiliser ça dans un bijou et raconter une histoire avec ça ? Et puis un jour, je suis tombée sur une image de Marie-Antoinette et je me suis dit, ah, mais j'aime tellement l'histoire de Marie-Antoinette depuis toujours. On va raconter quelque chose et on pourra intégrer comme ça ces pampis de cristal. Donc je fais mes recherches d'inspiration et là, je m'éclate, quoi. C'est ça qui est chouette, le fait d'être indépendante, c'est que j'ai le temps, je prends le temps de faire des vraies recherches. Donc je suis allée au Louvre, je suis allée regarder plein de marbre à gauche à droite. J'ai fait des recherches dans des galeries, des livres, etc. Donc ça, c'était cool. Et puis, après l'étape inspiration, je commence à regarder ce que j'ai dans mes vintage à nouveau. Je refais un tri parmi tous mes vintage que tu vois là. Ouais, je vois ça. Voilà, donc je mets de côté ce qui fonctionne bien avec le thème. Et après, je vais chez des fournisseurs où j'achète quand même un peu de neuf. Parce qu'il y a quand même, je pense, dans chacun de mes bijoux, peut-être 10 à 20% de matières premières neuves. Donc j'achète un peu de neuf pour rendre un peu d'éclat à certaines pièces. Et après, je commence la confection. Et là, honnêtement, c'est hyper rapide. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai tous mes éléments, mes images d'inspiration, mes vintage, mes petites breloques neuves, et ben alors là, c'est tac, 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 ça va du tac au tac. C'est-à-dire peut-être en 2 après-midi, j'arrive à faire une collection. Mais c'est seulement la partie confection, c'est super rapide. Mais en amont, ça doit durer peut-être 1 mois et demi, toute seule de travail de recherche. Donc, et après, une fois que j'ai les pièces, c'est pas fini. Je dois faire les photos. Donc, c'est ça, quand on vend sur un shop, c'est qu'il y a tout l'aspect visuel qui prend beaucoup de temps. Donc, faire la photo du bijou en nature morte, puis faire la photo du bijou porté pour qu'on puisse voir les proportions. Puis tout rentrer sur le site, puis faire les fiches produits de tous les bijoux, enfin chaque bijou, et puis de communiquer sur Instagram en amont pour que les gens soient au rendez-vous à la sortie du drop. Donc c'est assez long, toute cette partie-là. Donc souvent les gens me demandent, tu mets combien de temps à faire un bijou ? Mais en fait, je dis, la confection, c'est rien, c'est tout ce qui est un peu avant et tout ce qui est après qui représente beaucoup de travail. Ouais, effectivement. Ouais. Donc, voilà. Et donc en fait, entre le moment où tu trouves le bijou et le moment où il arrive sur ton site, tu comptes combien de temps ? Alors, pour le tout premier drop avec un nouveau thème, je dirais bien 2 mois. Ah oui. Ouais, 2 mois. Parce qu'après, parce que j'exploite après ce thème-là pendant plusieurs drops. Donc, par exemple, Marie-Antoinette, je l'ai exploité sur après 4 drops. Mais bon, les 3 autres après le premier sont allés super vite. Ouais. Donc voilà. Ok. Peut-être pour expliquer, les drops, c'est quand, parce qu'il y a peut-être des personnes qui ah non, t'inquiète pas, qui connaissent pas bien, mais c'est quand donc tu fais des c'est des petites collections, quoi. Voilà. Ouais, drop, c'est une mini collection qui sort et quand je dis je sors un drop, ça veut dire que je sors une petite collection sur mon site et en général, je communique beaucoup sur Instagram, sur mon perso et sur mon Instagram de bijoux, de la marque de bijoux, en disant ok, rendez-vous telle heure, telle date pour voir la collection qui sera sur l'e-shop. Voilà. Très bien. Et enfin, tu as poussé le concept de ta marque encore un peu plus loin, mais parce que tu écris sur ton site que les packagings de ta marque sont biodégradables. Ouais. Donc, c'est-à-dire ? Alors, en fait, c'est marrant parce que j'apprends, je m'éduque en même temps en créant une marque responsable. Parce que c'est vrai qu'au final, je suis rentrée un peu dans l'éco-responsabilité un petit peu avant la création de cette marque. Et puis maintenant, à force d'en parler et tout, j'apprends aussi. Alors, au tout début de la marque, j'avais fait des packaging en plastique biodégradable, plastique recyclé. Enfin, c'était du plastique végétal. Donc, en gros, c'était une espèce de petite boîte transparente qu'on utilise beaucoup dans l'alimentaire. Et c'est en fait du plastique fait à partir de maïs et de pois chiches. Ouais. Les fameux sacs plastiques qu'on trouve maintenant pour les fruits et légumes, entre par exemple. Entre autres, ouais, voilà. Ouais. Donc c'était chouette parce qu'il y avait cette transparence qui était jolie. Je mettais des fleurs dans la boîte et tout ça.
Et puis après, j'ai appris qu'en fait, le plastique végétal, c'est pas si génial pour l'environnement. C'est ce que j'allais dire, ouais. Voilà. Quand on y a écrit compostable, à chaque fois, ça me fait beaucoup rire parce qu'en fait, ça laisse quand même des particules. Et puis, si tu le plantes dans ton jardin, ce sera jamais compostable. Bah non, c'est dans ça met trop de temps à se décomposer. Donc, j'ai lâché l'affaire avec cette histoire. Et maintenant, c'est des boîtes en carton qui sont complètement biodégradables. Donc, voilà. Donc, je change. Et puis, peut-être que dans 6 mois, j'apprendrai encore autre chose. Hein. Mais je suis toujours ouverte au changement. De toute façon, je travaille dans un endroit qui est tout petit. Donc, j'ai pas d'énormes stocks. Quand je commande mes boîtes, c'est toujours des petites quantités. Et c'est pas mal parce que ça me laisse le temps, tu vois, je me dis, dès que j'ai une nouvelle info, je me dis, ok, en fait, on arrête ces boîtes-là, on change, on fera plutôt avec ça. Toujours pour faire mieux. Ouais, voilà, c'est ça. Ok. Et autre chose aussi qui m'a beaucoup interpellée, tu ne livres qu'en France. Ouais. Donc, j'imagine qu'il y a une démarche écologique derrière, une raison. Mais je trouve que c'est un choix très fort, très puissant, parce que c'est complètement à l'opposé de notre système capitaliste qui veut vendre toujours plus. C'est aussi se fermer des portes, une partie des ventes. Voilà. Il est fort ce choix. Ouais, alors au début en plus tu vois c'était un peu, il y avait beaucoup de gens qui m'envoyaient des DM sur Instagram en me disant mais tu envoies pas en Belgique, t'envoies pas en Hollande, t'envoies pas en Australie. Et en fait je me suis dit mais c'est tellement absurde de faire voyager une mini boîte comme ça en avion. Je trouvais ça mais totalement incohérent et tu vois je me casse la tête à faire de l'upcycling. C'est pas pour mettre en avant le fait de faire voyager ton produit jusqu'au bout du monde. Et surtout, je me disais, mais les gens en Australie ou aux États-Unis, ils peuvent se passer d'un bijou Kitsy Martin. Ils vont survivre sans. Donc oui, ça peut paraître un peu... on peut avoir l'impression que je me ferme des portes. Mais je me dis que le temps que je touche tout le territoire français, ça va. sera déjà pas mal. C'est déjà pas mal, tu vois. Donc bon, voilà, je me dis ça va, on continue comme ça. Mais finalement, c'est un choix assez intéressant où on se dit que les marques, en faisant ce genre de choix, ça veut dire beaucoup de choses sur une démarche, sur des valeurs. Et puis ça renvoie vraiment une image hyper radicale, hyper droite. Ouais. Voilà, c'est ça. Bah en fait, tu sais, au quotidien, je trouve que c'est dur d'être à 100% éco-responsable, surtout dans la mode. C'est pas facile. Moi, la première, tu vois, évidemment, jamais je vais encourager des gens à aller acheter du fast fashion, mais parfois ça m'arrive encore parce que parfois trouver un t-shirt blanc tout simple et propre sur Vinted, c'est dur en fait. Même, c'est pas facile. Donc parfois, si j'ai vraiment besoin de ce t-shirt parce que mes t-shirts sont un peu crado et à force de les mettre, je vais en acheter un. Mais je crois que l'essentiel, c'est de faire les choses en pleine conscience. Et vu que là, c'est une marque qui délivre un discours à des consommateurs, je me dis, je peux pas être incohérente face à des gens qui lisent ce discours. Et après, moi, dans mon quotidien, je fais attention. Mais évidemment, il y a des écarts de temps en temps. Ouais. On sent qu'il y a quand même une volonté d'éducation aussi sur d'information sur ton compte Instagram, parce que tu fais régulièrement des posts sur les dérives de l'industrie textile, l'éco-responsabilité. Ouais. Oui, alors ça, j'ai envie parce qu'en fait, j'ai trouvé qu'au tout début, quand j'ai commencé à faire attention à ma façon de consommer, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas beaucoup d'infos. Mais c'était encore à l'époque, ça a beaucoup évolué maintenant. Et je me suis dit, il faut expliquer aux gens pourquoi la fast fashion, ça fonctionne pas. Pourquoi ça peut pas durer cette histoire. En plus, moi, comme je suis styliste et que je connais les dessous de cette industrie, je pense que je peux raconter plein de choses aux gens. Aussi, je peux raconter plein de choses sur le fait que pourquoi il y a du Made in China qui est vraiment mauvais et pourquoi il y a du Made in China qui est bien aussi. Faut pas retirer certaines choses, certains savoir-faire à certains pays. La soie, les Chinois la font extrêmement bien, c'est leur savoir-faire. Mais par contre, je sais pas, qu'est-ce que je pourrais dire, un pull en mohair fait en Chine, ça n'a aucun sens. Donc c'est juste que j'aimerais bien éduquer les gens sur comment est fait un vêtement, pourquoi certains vêtements peuvent pas être fabriqués ailleurs qu'en Chine, pourquoi certains sont bien faits en Italie, pourquoi certains sont faits en France, et comment bien choisir un vêtement quand on l'achète. Et où acheter du
responsable, comment consommer responsable. Donc, j'ai un peu envie de partager ça. Et du coup, je fais quelques masterclass d'upcycling où j'apprends aux gens à upcycler leurs bijoux parce que c'est fun, parce qu'en 1 heure, c'est facile en fait de faire un bijou. Et à la suite de ça, j'aime bien aussi raconter en termes de mode comment ils peuvent acheter du textile responsable. Donc, j'ai une envie de partager. Je me dis que mon expérience, elle peut un peu servir à ça au moins. Ouais. Ah, mais c'est hyper intéressant. Et toi, ton rapport aux vêtements, aujourd'hui, t'en es où ? Enfin, comment ça se passe quand tu veux acheter un t-shirt ou... Ouais, j'achète pas beaucoup, de moins en moins. Je suis hyper raisonnable. C'est-à-dire que je fais beaucoup les magasins avec mon copain qui, lui, adore la mode. Et à chaque fois, je trouve des belles choses, je dis c'est trop beau et tout. Puis en fait, je me dis mais non, j'en ai pas besoin, donc j'achète pas. J'achète quand même beaucoup de vintage. Mais maintenant, j'achète peut-être une belle pièce d'un créateur sur Vinted ou en friperie ou dans des beaux dépôts-ventes. Mais j'achète de moins en moins de vêtements. Tu vois, je crois que la dernière fois que j'ai acheté un t-shirt neuf, c'était chez Uniqlo avant l'été. Parce que j'ai vu que dans ma garde-robe, il me manquait juste ça. Et en fait, je me dis que le vrai problème, c'est pas... Enfin, le vrai problème, c'est la surconsommation, en réalité. C'est que les gens ont cru que c'était normal d'acheter une nouvelle tenue toutes les 2 semaines. Ouais. Et la surproduction. Et du coup, la surproduction. Voilà, c'est ça, le vrai problème. Je suis entièrement d'accord avec toi. Je lisais un chiffre là, il n'y a pas longtemps, dans un article où il mettait seulement 10% des collections des grands groupes sont responsables. Ouais. Et je me disais, en fait... On nous inonde de messages sur les nouvelles matières, nos gammes en coton biologique et tout. Finalement, si vous faisiez que du coton classique, mais avec 100 fois moins de vêtements, exactement. Finalement, on s'en porterait mieux que toujours plus dans des nouvelles matières. Ça n'a plus de sens. Mais c'est ça. Ouais. La dernière fois, tu vois, j'ai parlé avec une nana qui travaille dans les déchets. Ouais. Et elle me disait que le plus gros problème, c'était le textile. Et qu'avec le confinement, beaucoup de gens se sont débarrassés, ont fait du tri. Ouais. Et en fait, c'est un vrai problème. Ils se retrouvent avec des sacs entiers de textiles dont ils ne savent pas quoi faire. Ouais. Il y a même Emmaüs qui commence à refuser certains sacs de textiles. Et puis après, ça part en Afrique. Dans des décharges. Il y a beaucoup d'articles sur ça, à ciel ouvert, ça pollue. Enfin, voilà. Ça inonde le marché, ça tue l'artisanat africain aussi. Bah ouais. Et en fait, je trouve ça fou que... Enfin, il y a encore des fabricants de tissus. Mais pourquoi ? Quand tu vois des fabricants de tissus classiques, je veux dire. Quand tu vois la quantité de tissus qui sont en train d'être jetés, enfin, des textiles, pourquoi toutes les industries se mettent pas à récupérer ces textiles, faire du fil avec et recréer des tissus avec ? Enfin, c'est une économie circulaire, tout simplement. Hein. Parce que, à quoi bon de créer encore des nouveaux tissus ? Enfin, qu'est-ce qu'on va en faire à un moment de tous ces sacs ? Donc, surtout qu'en plus, le vêtement où la fibre est mélangée entre 50% de polyester et 50% de coton, c'est très très compliqué aujourd'hui de défibrer, de séparer et de refaire du fil derrière. Exactement. Voilà. Donc, à quoi bon ? On est d'accord. Et j'ai remarqué aussi que tu avais créé une collection avec Nike. Alors Nike qui est pas du tout éco-responsable, hein, disons-le franchement. Alors, comment s'est fait ce choix ? Je serais curieuse de savoir comment tu as fait ce choix. Alors, déjà, c'est eux qui m'ont choisi. Ça, j'imagine que t'es pas allée frapper à leur porte. Bonjour. Et ensuite, certes, Nike n'est pas du tout éco-responsable, mais ce qu'on peut pas leur tirer, c'est que c'est une marque qui soutient des jeunes projets. Et ça, je trouve ça très positif de leur part. Et ils sont capables de soutenir des projets éco-responsables, bien qu'ils ne le soient pas. Et je trouve que s'il y a bien des marques qui ont une force de communication, c'est ce genre de grosses marques. Et je trouve ça hyper intéressant de délivrer un discours éco-responsable, de parler d'upcycling à des consommateurs de Nike qui peut-être n'en ont jamais entendu parler. Je trouve que c'est hyper intéressant. Je me suis quand même retrouvée à parler d'upcycling à des gamins de 15 ans qui sont fans de Nike lors d'une masterclass dans leur boutique. Et alors peut-être qu'en effet, ils vont pas s'arrêter de consommer du Nike du jour au lendemain, mais en tout cas, j'ai mis une petite
puce, une petite graine dans leur démarche, dans leur façon de consommer, en tout cas de voir la mode. Première chose, c'était ça. Et puis ensuite, je me suis dit que c'était aussi un gros coup de boost pour la marque. Faut pas se mentir, tu vois. En termes de communication, c'était énorme. Toute seule, j'aurais jamais pu atteindre ce qui se passe aujourd'hui. Ils m'ont donné un gros coup de pouce. Et ça, on peut pas leur retirer. Donc, je les remercie encore aujourd'hui. Mais après, ça veut pas dire que je consomme du Nike tous les jours. Ouais. Ça, c'est sûr. Ouais. Et c'est vrai que du coup, quand j'ai vu ça, je me suis posé la question, pareil, en me disant, est-ce que toi, tu aurais accepté, imagine, je sais pas, Nike te paye, je sais pas combien d'argent pour passer sur ton podcast. Et en fait, je me suis posé la question, quand on est une jeune marque et qu'un gros groupe comme ça, qui n'est pas éco-responsable, nous propose une collaboration, comment on parvient à concilier ces valeurs éthiques, écologiques et l'envie de développer son entreprise, sa notoriété, parce qu'on a besoin de ça aussi. C'est ça, on en a besoin. On en a besoin et alors en effet c'est hyper dur, mais moi je pense qu'il faut moi c'est ce qui s'est passé. Je me suis dit tu le fais parce que t'es sûr de vouloir le faire. Je pense que le faire en se disant je le fais à moitié, ça fonctionne pas. Et après, il y a un autre truc, c'est que Nike, il me fascine, hein, honnêtement. Je trouve qu'ils sont hyper forts en communication. Ils ont une image que je trouve vraiment belle, hyper carrée. Ils proposent des nouvelles choses. Et après, il y a autre chose, c'est que il y a une partie de Nike qui travaille avec des usines vraiment controversées. Et en effet, je peux pas fermer les yeux sur ça. Mais il y a une partie des usines de Nike qui sont de très belles usines que moi-même j'ai vues, que j'ai visitées parce que j'ai travaillé avec les mêmes usines que Nike. Et c'est pas des usines où les gens sont exploités. Et c'est des usines qui ont un vrai savoir-faire sur le sportswear qu'il n'y a absolument pas en Europe. Ça, les gens n'en sont pas conscients. C'est-à-dire que faire aujourd'hui un kawaii zippé avec des coutures étanches, avec un tissu imperméable, avec du thermoformé, etc. C'est les Asiatiques qui savent très bien le faire. Ils ont les machines pour faire ça. Ils ont le savoir-faire pour faire du sportswear. Aujourd'hui, moi, j'ai déjà essayé de faire des vêtements de sport quand j'étais chez Lacoste en Italie ou en France. Ils savent pas le faire. Mais vraiment, quoi. Ils savent pas faire un legging extensible, confortable pour la peau et tout ça. Donc... y a cet aspect-là aussi, mais moi je connais un peu les dessous des usines, donc je sais qu'il y a une partie de Nike, c'est fait en usine pour des bonnes raisons, en usine en Asie, pardon, pour les bonnes raisons. Et puis l'autre partie que je n'ignore pas, je sais aussi qu'ils sont en train de travailler dessus. Donc moi j'avais envie aussi de soutenir leur façon de faire, de soutenir des jeunes créateurs comme moi. Je trouve que c'est vraiment bien de leur part et il faut aussi le souligner. Donc voilà, je me suis dit, allez, lance-toi dans cette aventure. Je suis pas en train de dire aux gens d'acheter du Nike tous les jours. Je suis peut-être en train aussi de dire à des consommateurs Nike posez-vous des questions. Voilà, c'est ça. C'est hyper intéressant. Et on a parlé beaucoup donc, de l'industrie textile, mais de façon générale, comment est né et comment évolue aujourd'hui ton engagement écologique ? Ouais. Ça évolue tous les jours. Franchement, moi, j'ai pas du tout l'impression d'être la reine de l'écologie. Il y a plein de trucs que je connais pas, que je comprends pas. J'essaie de m'informer un peu tous les jours. Après, ça a commencé avec la mode. Et puis maintenant, ça commence à venir un peu avec la nourriture. Je commence un peu à regarder les fruits, les légumes, d'où ils viennent, ceux que j'achète. Petit à petit, ça prend de plus en plus de place dans mon quotidien. Ce qui est sûr, c'est que jamais je vais me couper du monde, de mon univers avec mes amis, etc., à cause ou grâce, on ne sait pas, de l'écologie. Parce que j'ai pas envie de juger les gens qui sont pas prêts aujourd'hui à consommer responsable. J'ai pas envie, par exemple, j'ai une copine qui achète encore plein de Zara, de Mango et de H&M, mais jamais je me permettrais de lui dire... non mais t'abuses, etc. Voilà. Après, elle voit de toute façon mes discours un peu où j'essaie d'éduquer les gens qui me suivent sur Instagram. Et voilà. Mais donc ça évolue doucement, mais jamais je crois que je serai une espèce de
nana qui défend ses idées en hurlant c'est mal ce que tu fais, tu vois. Là, sans culpabiliser. Ah non, j'ai pas envie de ça, vraiment. Je crois que c'est chaque chose en son temps et puis on verra. Ouais, chacun a son rythme. Ouais. Et c'est qu'on dit souvent que le yoga est une pratique qui permet de se reconnecter à soi, aux autres, donc à la planète. Est-ce que tu penses que cette pratique du yoga a participé d'une façon ou d'une autre à ta prise de conscience écologique ? Ah ouais, clairement. Ouais, parce que je me souviens quand j'ai commencé à vraiment être à fond dans le yoga, mon prof de l'époque parlait beaucoup, comme je te dis tout à l'heure, du fait que ça servait à rien d'être entouré de plein de choses matérielles et de surconsommer, que c'était inutile. Donc ça, c'est vraiment un principe du yoga, d'être un peu dans un monde épuré, un peu plus, avec un peu moins de choses autour de soi, un peu moins de choses matérielles. Il y a eu ça. Et puis, le fait d'être bienveillant avec les gens. Donc, forcément, il y a le côté éthique qui rentre en compte. Donc, tout ça, ça a évolué un petit peu en même temps. Ça a fait son bonhomme de chemin dans ma tête. Donc, tout est arrivé un petit peu en même temps. Qu'est-ce qui t'a poussé à t'intéresser au yoga, faire du yoga? C'est la mode. C'est drôle, comme quoi. En fait, tout est lié. Tout est trop lié. Ouais. En fait, j'ai été chez Lacoste et à la base, Lacoste, ils m'ont embauchée pour dessiner leur ligne de yoga, le yoga wear. Et à l'époque, j'avais jamais fait de yoga de ma vie. Tu sais, je croyais que le yoga, c'était pour les gens qui étaient méga hippies et qui mettaient des pantalons en lin et qui étaient habillés en blanc ou en beige et qui faisaient juste un espèce de home toute la journée. Et en fait, quand on m'a dit que j'allais dessiner ça, moi, je croyais que j'allais dessiner des trucs hyper fluides et amples et tout. Et je suis quand même allée tester un cours de yoga parce que je me suis dit, il faut quand même comprendre les problématiques de cette collection. Et en fait, je suis tombée dans un cours de yoga hyper hippie. Je me suis vraiment ennuyée. J'attendais que la fin. Donc en fait, ça a confirmé ce que tu pensais, quoi. Au début, c'était ça. Ouais. Et en fait, après, j'ai continué à travailler sur cette ligne. Et puis en fait, je faisais des recherches d'inspiration et je voyais, tu sais, sur des blogs, à l'époque, il n'y avait pas trop Instagram, mais je voyais des fit girls qui faisaient du yoga hyper dynamique, qui faisaient des postures sur la tête, sur les mains. Et je me disais, mais c'est pas du tout le yoga que j'ai fait, je comprends pas. Je savais même pas qu'il y avait différents types de yoga. Et en fait, je me suis dit, ok, va tester plein de types de yoga différents. Et je suis tombée un jour sur le Vinyasa, qui est en fait ce fameux yoga dynamique qui m'a beaucoup plu. Et je suis tombée dedans direct, quoi. J'ai adoré, j'ai commencé à pratiquer très régulièrement. Et voilà, donc en fait, c'est la mode qui m'a amenée au yoga. Ok, c'est drôle. Ouais. Et le yoga qui t'a amené aussi à prendre conscience de l'éthique. C'est ça, qui m'a amené vers la mode responsable. D'accord, ok. Et par curiosité, puisque probablement que les gens vont s'interroger, le hip-hop yoga, c'est quoi? Eh bien, c'est du yoga, c'est du vrai yoga. C'est pas de la danse hip-hop, c'est du yoga sur de la musique hip-hop. Okay. Donc en fait, avec mon associé, on a vraiment voulu un peu dépoussiérer le yoga parce que justement, on trouvait qu'il y avait trop ce côté un peu hippie, un peu inaccessible. Tu sais, t'as peur de rentrer dans cette salle, avoir que des gens qui te regardent, genre pourquoi t'es là avec ton legging fluo alors que nous, on est tous hyper nature. Donc on a voulu créer un espace un peu pour les jeunes comme nous qui sont un peu dans l'air du temps. On s'est dit, si il nous manque un yoga de ce type-là, c'est évident que il y a plein de filles qui ont ce même problème que nous. Je dis filles parce que avec mon associé, on est deux filles. Donc, on a créé un yoga accessible pour les jeunes. Voilà. Et ça a très bien fonctionné. Okay. Aujourd'hui, on a 10 profs, on a une dizaine de cours. C'est des cours dans des salles que vous louez ou... C'est ça, des salles qu'on loue. C'est un vrai choix. On voulait pas avoir notre propre studio. Avec le Covid, on se dit heureusement qu'on n'a jamais avoir une autre studio. On loue des salles à l'heure et puis ça nous plaît. C'est une vraie stratégie aussi d'être éparpillé géographiquement dans Paris, de pas être que dans un seul quartier. Donc aujourd'hui ça marche super bien. Nos cours sont tout le temps sold out. Donc, et malgré la crise, vous avez réussi à vous en sortir? Alors nous, ça a été un gros coup de boost le confinement. Parce que quand on a été confinés, on s'est dit ok, on va proposer des cours gratuits sur notre plateforme. Et ça nous a fait connaître parce qu'en fait, tous les jours sur notre Insta, il y avait un cours gratuit. Les gens ont adoré parce que même les gens qui avaient jamais fait de yoga, ils se sont rendus compte qu'en fait, le yoga, c'était accessible, que c'était bien plus dynamique que ce qu'ils pensaient. Donc, on a même attrapé une espèce de clientèle, une clientèle de province. Donc, nous, ça nous a aidé, ça nous a vraiment boosté. On est passé de 2000 followers à 8000 pendant le confinement. Ouais, vraiment, ça a super bien marché. Et avec la fermeture des salles de sport, on passe en Zoom.
Et on fait quelques lives encore gratuits sur Instagram parce qu'on se rend compte que c'est une formule qui est bénéfique. Ça fait découvrir le concept à plein d'autres gens, donc on le fait avec plaisir. Donc on peut tester gratuitement sur notre Instagram. Insta. Ouais, très bien, voilà. c'est bien noté. Et quelles sont tes ambitions futures avec ta marque? Parce qu'on a parlé de l'upcycling, mais c'est vrai que l'upcycling peut avoir ses limites, parce qu'on utilise ce qui existe déjà. Donc en termes de quantité, c'est pas des quantités infinies. Ouais. Donc comment on peut faire évoluer? Exactement. Comment tu vas faire évoluer tout ça? C'est marrant parce que justement, je me souviens dès le début, je disais à mon mec, l'équation logique, c'est plus je travaille, plus la marque peut fonctionner. Et lui me disait, mais non, parce que il faut que tu aies du stock de bijoux vintage et il y a un moment, il y aura une limite. Et je disais, mais oui, c'est clair, comment je vais faire? Et en fait, je me suis vite dit que cette marque, c'était pas forcément une marque qui allait vendre que du produit. Pour moi, Kitty Martin Bijoux, c'est une marque qui vend un univers et qui parle d'upcycling. Donc, c'est pour ça que très vite, j'ai fait des masterclass aussi. Et puis, aujourd'hui, c'est des bijoux, mais je commence à intégrer un peu le textile. Il y a des bobs et des sacs et quelques vêtements qui commencent à arriver dans les collections. Donc, et pourquoi pas demain de la maison? Pourquoi pas des meubles? Pourquoi pas de la nourriture? Je me dis que j'ai pas envie de parler que de bijoux. J'ai envie juste de parler de comment on peut recréer des nouvelles choses avec de l'ancien. Finalement, je suis designer bijoux, mais je me sens capable. T'as quand même une base mode. Bah oui, à la base, déjà. j'utilise vêtements en fait. Donc voilà, je me dis que. En fait, quand je te dis qu'il y a des sacs entiers de textiles, je me dis, bon, il y a quand même un truc à faire avec des vêtements. Oui, t'as le temps avant, enfin, malheureusement, oui, t'as le temps avant d'arriver à court. C'est ça. Je pense qu'il y aura toujours moyen de recréer du neuf avec de l'ancien, en fait. Il y a quand même beaucoup de problématiques autour du bijou sur l'or, l'extraction, la pollution que ça engendre, la problématique des diamants. Bon, bah, ça, c'est encore autre chose parce qu'on est plus sur de la haut de gamme. Exactement. Mais rien que sur l'or, je sais pas si c'est des sujets que tu maîtrises un petit peu, sur lesquels tu t'es renseignée. Alors, en fait, c'est marrant. Quand j'ai commencé les collections, tu vois, je me rends compte que je comprenais rien aux métaux et tout ça. Et j'ai fini par bien me renseigner. J'ai lu beaucoup de choses sur Internet, etc. J'ai posé des questions à des artisans joailliers pour comprendre qu'est-ce qu'il y avait sous cette fine couche d'or, quels métaux il y avait. Enfin, tu vois, j'ai même découvert que le nickel, je n'avais pas le droit de le vendre en Europe. En fait, c'est allergène. Donc, pour te dire, au début de mes collections, j'ai vendu quelques bijoux en nickel. Je ne savais pas du tout. Donc, j'apprends en fait au fur et à mesure. Donc là, toutes ces problématiques sur l'or et tout, bah, je découvre en fait. Je commence à peine à m'y intéresser. Et puis, bah, c'est un peu comme les boîtes, tu vois. Je réajuste mon tir en fonction de ce que j'apprends. Et voilà. Mais ce qui est sûr, c'est que là, ce que je prends aujourd'hui, c'est du laiton plaqué or ou plaqué argent. Et après, tous mes vintage, je me dis que c'est des choses qui sont là, qui existent. Et si personne les prend, elles partent à la poubelle. Et qui ont duré en plus. Et qui ont duré. Donc, c'est des choses qui datent des années 50, des années 60. Donc c'est pour montrer à quel point c'est pas du tout biodégradable cette histoire. Ouais. Donc sur cette partie-là, je me dis que là, on est juste dans la démarche. Ouais. C'est déjà ça. Ouais, je suis d'accord. C'est vrai que c'est pas facile, hein. C'est pas facile. Et c'est très vaste. Ouais. Parce que, tu vois, quand on dit plaqué or, moi au début, le plaqué or, je croyais que c'était juste une couche d'or sur un métal. Mais en fait... Alors c'est quoi le plaqué or? Le plaqué or, c'est pas qu'une seule couche. C'est une couche suffisamment épaisse pour qu'il y ait 3 microns, comme on dit dans le jargon, d'or sur cette plaque, sur ce métal. Et c'est seulement s'il y a ces 3 microns qu'on peut donner l'appellation plaqué or. Avant ça, c'est doré à leur fin. C'est vrai que doré à leur fin, en plus, ça sonne chic. mieux. Bah ouais, ça sonne super bien. Alors qu'en fait, pas du tout. Pas du tout. Donc voilà. Ok. Et donc dessous, c'est du laiton, c'est ça? En général, c'est du laiton. Ok. Ouais. Et c'est quoi le laiton? C'est un métal, c'est un mélange de plusieurs métaux. Okay. Alors je crois qu'il y a un peu d'acier. C'est un mélange de plein de choses. Ok. Voilà. Et c'est assez durable, c'est assez costaud le laiton ou... Alors ce que j'aime bien, c'est que c'est plutôt lourd en main, donc ça donne un aspect quand même qualitatif à ton bijou, mais c'est quand même assez tendre. Quand je le coupe, tu vois, j'arrive à le couper facilement. Donc moi, pour le travailler, c'est hyper Toi, c'est agréable. Ce qui te correspond le mieux, quoi. Ouais, et aussi, c'est ce qui se trouve le plus facilement en bijouterie fantaisie. Hein. Quand je vais chez mes fournisseurs pour chercher des chaînes, c'est toujours du laiton doré ou argenté. Ouais. D'accord. Okay.
Et alors, la dernière question, on arrive à la dernière question rituelle de ce podcast. Est-ce que tu as des modèles dans la vie ? Alors, oui et non. Enfin, je crois que mes modèles, c'est un peu les gens qui m'entourent directement. Tu vois, là, quand tu me disais... quand j'ai cette question, j'ai tout de suite pensé à une amie qui s'appelle Stella, qui, elle aussi, est styliste et qui a une marque de vêtements responsable. Elle habite en Hollande. Et c'est juste une fille hyper chouette, tu vois. Elle est droite, elle est hyper souriante, elle est très solaire, elle est toujours juste. Et quand je suis à côté d'elle, elle habite en Hollande, donc on se voit de moins en moins. Mais à chaque fois, je me dis, mais quel dommage qu'on habite si loin. C'est toujours agréable quand on se voit. J'apprends toujours des choses avec elle. Je pense à une autre amie, tu vois, que j'ai rencontrée il y a pas longtemps, mais où ça a été un vrai coup de foudre, à Léa, qui à la fois est photographe, à la fois travaille au ministère de la Défense, tu vois, un profil complètement bizarre, tu vois, mais et je la trouve pareil, hyper agréable, toujours à sourire, toujours à trouver des moments agréables dans la vie. C'est un peu ces gens-là qui me fascinent au quotidien. C'est pas forcément des Bill Gates ou des, tu vois. De toute façon, il n'y a pas de réponse type. Oui, voilà, c'est clair. Vrai que, donc c'est vrai que tu vas chercher les ces gens autour de moi. Proches, Enzo, tu vois, mon copain qui quand même est champion du monde d'escrime. Je trouve ça fascinant d'arriver à l'excellence dans son domaine et en même temps d'être aussi humble. Et puis à côté, il fait de la photo et il fait des photos magnifiques. C'est des profils comme ça que je trouve fascinants. Donc, c'est plus les gens qui m'entourent. Ok, très bien. Et merci infiniment d'avoir partagé plaisir, tout ça avec nous. Merci à Kitty d'avoir participé à cet épisode de Nouveaux Modèles. Et merci à Thomas Langlin, notre ingénieur du son. Si vous aimez l'émission, dites-le moi avec des mots doux et des étoiles sur vos applications préférées et parlez-en autour de vous. C'est ce qui m'aide le plus à faire connaître le podcast. Pour ne louper aucun épisode, rejoignez-nous sur Facebook, Twitter et Instagram @nouveaumodèle.podcast. Je vous dis à très bientôt pour rencontrer un nouveau modèle.